Bonjour et bienvenue à cette table ronde des ressources pour le territoire pour organiser vos événements de manière responsable. Alors vous qui assistez à cette table ronde, vous êtes peut-être dans le cadre de votre vie professionnelle en train d'organiser des séminaires, une présence sur un salon ou même un salon ou une fête d'entreprise, ou en tout cas vous le ferez en 2021. Vous allez peut-être également contribuer à l'organisation d'événements sportifs, culturels, populaires, lorsqu'ils reprendront, en tant que mécène, partenaire, sponsor ou tout simplement en tant que bénévole. Ou peut-être tout simplement, vous êtes vous-même acteur et actrice de l'événementiel et vous profitez de cette merveilleuse journée à Social Change pour vous inspirer sur la partie RSE. Alors nous espérons que cette table ronde vous apportera de l'inspiration pour 2021. Comme le précisait Stéphane Dairel, je suis Dominique Béard, coordinateur au sein de l'association Réseau Éco-Événements. C'est une association qui a pour objectif de faciliter l'entrée en transition écologique de la filière événementielle à travers l'action collective. Et c'est justement à travers l'action collective, nous allons en parler beaucoup aujourd'hui, puisque en parallèle de Social Change, nous sommes... Voilà, Zapette. Nous sommes en même temps à organiser la 8e rencontre annuelle 1001 événements s'engagent pour les territoires et le climat. C'est une dynamique qui a été impulsée par les équipes de la mission climat de Nantes Métropole et qui regroupe différents réseaux d'acteurs, à savoir le pôle des musiques actuelles en Pays de la Loire, le bureau des congrès Nantes-Saint-Nazaire et le réseau Éco-Événements. Aujourd'hui, nos 4 intervenantes et nos 2 intervenants auront pour mission de vous apporter des réponses à ces 3 questions. Qu'est-ce qu'un événement responsable ? Pourquoi 2021 sera le bon moment pour en organiser ? Et quels sont les outils à votre disposition ? En parlant d'outils, nous devrions en avoir évoqué à l'issue de cette table ronde pas moins de 9. Donc vous allez voir, ça va être une table ronde assez chargée et j'espère que tout cela vous permettra d'aller de l'avant. Un dernier mot avant de présenter nos intervenants. Si vous souhaitez poser une question, il y a un module dans Imagina qui vous permet de le faire et nous traiterons les questions à l'issue de cette table ronde. Et puis si vous souhaitez faire rayonner cette visio sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser les hashtags Social Change Nantes ou 1001F qui apparaissent sur chacune des diapositives. Je vais présenter nos invités. Alors, il y en a 4 sur le plateau et 2 en distanciel. Je vais commencer par Peggy Destré-Baron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante de l'agence fin août, début septembre, et vous intervenez également aujourd'hui au titre de l'association Les Dirigeants Responsables de l'Ouest. Peggy, est-ce que vous pouvez nous présenter votre agence et cette association en quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une agence de communication globale qui a une spécialité autour de la communication RSE et la communication responsable. En fait, on accompagne nos clients dans leur transition à travers l'implication de leurs collaborateurs et puis la valorisation de leur action, de leur politique RSE. Alors, les DRO, les dirigeants responsables de l'Ouest, c'est un collectif qui représente plus de 200 membres et qui représente 116 000 salariés sur le territoire et qui place la RSE au cœur de ses actions et de ses réflexions. Très bien. Merci Peggy. Je vais passer la parole à Olivier Lefloc. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le directeur du bureau des congrès Nantes-Saint-Nazaire. Olivier, qu'est-ce que c'est un bureau des congrès ? C'est une bonne question. Alors, un bureau des congrès, c'est une structure qui fédère des acteurs institutionnels et des acteurs privés sur un territoire, sur la filière du tourisme d'affaires. Aujourd'hui, le bureau des congrès, fédère des acteurs institutionnels tels que la Chambre de commerce, Nantes Métropole, mais également les structures et les grands équipements du territoire, à savoir Exponente, la Cité des Congrès et le Voyage à Nantes, mais également des acteurs privés. Aujourd'hui, on en a 80 qui représentent l'ensemble des corps de métier de la filière événementielle. Donc ça passe par les traiteurs, les agences événementielles et incentives, les prestataires techniques, les hôteliers. Et le rôle du bureau des congrès, qui a une position de neutralité par rapport aux organisateurs d'événements, c'est à la fois faire la promotion de ces acteurs auprès des organisateurs d'événements nationaux et internationaux et de ventiler effectivement les projets qui arrivent sur le territoire pour les orienter vers les meilleurs prestataires possibles. Et le deuxième rôle, c'est de mettre en relation les acteurs du territoire pour qu'ils partagent les bonnes expériences et notamment sur la partie éco-responsabilité dont on aura l'occasion d'en reparler. Le bureau des congrès aujourd'hui est hébergé au sein de l'agence de développement économique Nantes-Saint-Nazaire, présidée par Johanna Roland et dirigée par Nicolas Debon. Et c'est une équipe de 5 personnes à temps plein.
Merci Olivier. Je continue le tour de présentation de nos intervenants. Julie Fayer, vous êtes co-dirigeante de Oscar. Vous représentez aujourd'hui le tout nouveau club des éco-prestataires de l'événementiel. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, qu'est-ce que fait Oscar ? Alors Oscar, on existe depuis 1994, on est une entreprise nantaise et on propose en fait aux organisateurs d'événements, que ce soit dans le secteur culturel, événementiel corporate, sportif, tourisme, etc., toute une gamme de produits pour identifier les participants et gérer les accès. Alors on a 2 domaines d'expertise principaux, la billetterie en ligne ou la billetterie physique. D'accord. Et on fabrique aussi toute une gamme de produits pour donc identifier, c'est tout ce qui va être bracelet, lacet, du badge, de la carte, voilà. Et à l'heure de la dématérialisation, je crois que vous avez trouvé une solution pour continuer sur la billetterie papier. Oui, tout à fait. En fait, sur tout ce qui est billetterie papier, déjà, on propose une billetterie qui est responsable au sens où il ne faut pas tout le temps opposer tout ce qui est dématérialisé, la pollution existe aussi dans ces cas-là. Et on propose aussi maintenant une billetterie dématérialisée conçue de façon responsable sur le web. Très bien, merci Julie. Alors, nous allons avoir une 4e intervenante qui ne va pas tarder à arriver. Je la présente, c'est Maëlle Copé. Elle est vice-présidente Nantes Métropole aux déchets, à l'innovation sociale et à l'économie circulaire. On lui laisse le temps d'arriver. Et je vais maintenant me diriger, magie de la technique, vers nos 2 intervenants qui sont en distanciel. Alors, je vais commencer par Catherine Boulet. Vous êtes gérante de la restauration mobile événementielle Les Filles ont la patate. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour Dominique. Bonjour. Alors, vous m'entendez ou pas ? Oui, c'est parfait, on vous entend bien. Alors, Catherine, je vais vous poser une question un petit peu risquée, puisqu'on arrive à midi, donc proche du repas. Quelle est votre spécialité culinaire ? Alors, nous faisons des pommes de terre cuites au four et garnies. Très bien. Nous allons vous montrer ça en fin de table ronde. À cette heure-ci, elles cuisent encore, mais à midi, vous en verrez une. D'accord, ok. Et puis, vous nous les apportez après pour qu'on puisse les déguster, hein. On compte sur vous. Ça va être un peu loin, mais Bon, on y pense. Allez, et je termine le tour de table des présentations par Pierrick de Castecker. Vous êtes responsable de l'agence Manaverde et vous représentez également le groupement des prestataires éco-événements de Nantes Métropole. Bonjour Pierrick. Bonjour. Alors, rapide présentation. Allez-y, je vous en prie. Ça fait un peu plus de 8 ans maintenant que Manaverde réalise de l'éco-conception événementielle sur Nantes, son territoire et au-delà. Nous accompagnons les organisateurs d'événements à concevoir, renforcer leur politique de développement durable et concevoir des plans d'action sur l'eau, l'énergie, les déchets, les déplacements, les transports et toutes les thématiques du développement durable. Mais je représente aussi et surtout effectivement un collectif d'acteurs aujourd'hui qui travaillent pour Nantes Métropole à accompagner chaque année les organisateurs d'événements du territoire. Je les cite rapidement, Terra 21 et Manaverde pour le développement durable, Aremax, c'est les connexions pour les diagnostics déchets, réduction des déchets sur événements. Des organismes un peu plus spécialisés comme DLC, Phoenix pour la réduction du gaspillage alimentaire, Station Service pour la scénographie responsable, C-Mobilité pour la mobilité durable ou encore Solutions Recyclage et Bout à Bout pour des filières déchets un petit peu plus spécifiques. Donc un beau collectif d'acteurs qui travaillent avec la métropole au service des organisateurs du territoire. Merci Pierrick. Effectivement, et vous allez tout à l'heure nous présenter comment l'ensemble de ce groupement peut intervenir auprès des organisatrices et des organisateurs d'événements. Alors, nous avons fait le tour de présentation des invités. On va pouvoir passer à la première question. Alors, petite information pour les intervenants sur le plateau. C'est vrai qu'on est quand même dans un superbe cadre, donc c'est un peu impressionnant pour nous. Il n'y a pas encore beaucoup de public, on attend ça pour 2021. Donc, sentez-vous libre d'intervenir. Hein, on a fait des préparations, mais si vous avez envie de parler de quelque chose, n'hésitez pas. Et puis également en distanciel, Pierrick, Catherine, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais n'hésitez pas si quelque chose vient à venir. Alors, première question. Qu'est-ce qu'un événement responsable ? Alors, c'est quand même le titre de cette table ronde. Je vais me tourner vers vous. Peggy, alors vous dirigez une agence de communication, donc vous êtes habitué à voir de l'événementiel, et vous avez surtout une vue sur les enjeux auxquels font face les événements. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous citer quels enjeux sont importants aujourd'hui pour les événements ?
Alors, en fait, l'événement responsable, on est un petit peu comme dans une démarche RSE, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux impacts de l'activité de l'événement en termes environnemental, social et sociétal. Si on regarde l'aspect environnemental, ce qui est peut-être le plus visible, on va aller s'intéresser au respect du lieu, à la gestion des déchets, à la façon dont on va aller chercher on va aller réfléchir sur des achats responsables, mais également ça va être au niveau de la biodiversité, au niveau de l'alimentation, des outils de communication. Donc c'est à la fois une réflexion très vertueuse pour la planète, puisqu'il s'agit bien aussi de réduire les gaz à effet de serre, mais c'est aussi très respectueux vis-à-vis du public, à mon avis, puisque le public est très attentif à tous ces sujets, et ne pas le prendre en compte serait une erreur. Alors que si l'organisateur et l'équipe projet peut rendre visible son action, son engagement, c'est un moyen important de rester en connivence, de rendre l'événement attractif vis-à-vis de son public et de gagner sa fidélité. Donc, si on regarde le côté un petit peu plus social, on va aller s'intéresser à l'égalité homme-femme, la sécurité, la santé. Le sociétal, on va être plus sur l'ouverture de l'événement vis-à-vis de ces différentes parties prenantes. Et puis, on va aller chercher le dialogue, en fait. Ça, c'est aussi une notion très importante. Je pense que l'événement qui se construit aujourd'hui entre un dirigeant et son ou sa responsable communication, aujourd'hui, on passe à autre chose. On doit être vraiment dans quelque chose de collectif, de co-construit. Et c'est ça qui fait aussi la valeur de l'événement responsable. Et je pense que quand on fait ça, le public ne se trompe pas, en fait. Il le sent, cette énergie collective. Et c'est aussi comme ça qu'on peut gagner une certaine fierté, en fait, commune par rapport à un événement. Alors, pour finir, peut-être, c'est pas juste aussi une accumulation de bonnes pratiques, en fait. L'idée, c'est toujours comme la démarche RSE, c'est de partir du projet de l'événement, de sa raison d'être, de son ADN. Et on peut même aussi challenger cette raison d'être pour aller un petit peu plus loin, peut-être être plus fort et donner encore plus de sens à l'événement dans cet environnement qui est très global. Le regard développement durable, RSE, amène et enrichit je dirais, l'événement sur sa raison d'être, en fait. D'accord, donc je note qu'il y a déjà énormément de pratiques à intégrer. Donc pour reprendre ce que vous indiquez sur la partie environnementale, donc vous avez cité les déchets, l'alimentation, les lieux. Une attention au public avec un S, puisque chaque public a des besoins différents, et puis surtout dans sa manière de se co-construire, enfin le besoin de co-construire. Et puis, ce que vous re-questionnez, c'est effectivement le sens, la raison d'être même des événements. Donc c'est vraiment tout un programme. Je vais me tourner vers Pierrick. Alors, Pierrick, vous qui a accompagné des événements, vous avez énormément de bonnes pratiques très très concrètes à nous proposer. Est-ce que là, vous pourriez rentrer dans le détail de 2-3 ? Et alors, pour ce faire, juste avant que vous commenciez, je vais afficher une roue qui représente le référentiel événement éco-engagé. C'est un référentiel qui a été développé par le réseau éco-événements et qui est censé répondre à tous les enjeux, ou à certains, en tout cas la plupart, que Peggy a évoqué tout à l'heure. C'est un référentiel qui a été co-construit par près de 200 prestataires, dont vous, Pierrick, et qui permet, dans certains cas, d'aboutir à une labellisation. Et qui est, même sans labellisation, utilisable par tout le monde, juste pour aider à structurer cette démarche. Alors, je reviens vers vous, Pierrick. Est-ce que vous pouvez piocher dans cette roue 2-3, alors je dis bien 2-3, parce que je sais que vous pourriez en avoir beaucoup plus. Lesquels seraient les plus simples, les plus intéressants selon vous ? Par exemple, c'est vrai qu'on a beaucoup de bonnes pratiques. Je vais peut-être m'axer sur un événement qui a beaucoup travaillé là-dessus. Pour parler de l'organisation interne et de l'amélioration continue, les rendez-vous de l'Erdre, accompagnés pendant 3 ans, ont progressivement intégré dans leur organisation un poste de responsable du développement durable commence à centraliser toutes les thématiques à l'intérieur de l'événement. Donc c'est une source d'amélioration continue qui leur a permis progressivement d'étendre leur dispositif déchets, notamment au compost, d'abord chez les prestataires, puis ensuite sur tout le public, de s'attaquer à la réduction du gaspillage alimentaire et de renforcer leur politique de développement durable chaque année. Donc là, rien que dans cet exemple-là, on a s'organiser, progresser, réduire ses déchets, et on parle aussi d'alimentation responsable. D'autres critères, le festival des 3 continents
a expérimenté l'année dernière un joli dispositif de mobilité durable en créant un immense parking vélo sur la place Gralin. Tout ça participait également au renforcement de sa politique de développement durable, ce qui lui a permis de candidater au label éco-événement également. Donc là aussi, tous les enjeux sont très connexes. Par exemple, ce parking vélo touche autant à la mobilité durable qu'à la sensibilisation des publics. Tout est interconnecté. Puis peut-être un dernier exemple, ce sera le World Cleanup Day cette année, où là, on va parler de sobriété énergétique, où l'événement avait déjà tenu à je dirais, se connecter au réseau électrique disponible sans ajout de groupe électrogène, pour ne pas employer d'énergie fossile inutilement. Donc, dans une sobriété énergétique de conception de l'événement, il y avait un grand écran d'affichage LED de 4 mètres de large. Et bien, cette année, on a essayé une solution un petit peu plus vintage, où là, on est sur du low-tech, avec un écran d'affichage conçu par une association locale de menuiserie, collectivement, un panneau d'affichage bois qui est devenu une vraie animation de l'événement et qui a encore réduit la facture énergétique de l'événement. Donc voilà, tous les événements sont interconnectés et puis on n'est jamais à court d'idées pour pouvoir trouver de nouvelles initiatives. Ce que je retiens de ce que vous dites, Pierrick, c'est que les bonnes pratiques sont souvent synonymes de créativité. Oui, à tous les organisateurs d'événements, c'est vous qui connaissez le mieux votre événement. Donc, on invite vraiment souvent les organisateurs à participer, à réfléchir avec tous les acteurs et toute leur équipe, parce que les meilleures idées viennent souvent vraiment de l'intérieur et des gens qui pratiquent l'événement depuis très longtemps. Donc, on invite vraiment effectivement à la créativité. Voilà, tout est possible. Un événement qui n'est pas sur ce territoire, mais qui a été jusqu'à créer sa propre station de phytoépuration parce qu'ils sont propriétaires de leur terrain. C'est un festival. Aujourd'hui, les douches de dizaines de milliers de festivaliers sont dans des bassins de décantation avec des roseaux et des grenouilles. Donc, vous voyez, il n'y a pas de limite à la créativité. Et ce que je trouvais également intéressant dans vos propos, c'est que vous faites mention souvent de festivals, donc d'événements culturels. Je pense que le public qui nous regarde aujourd'hui sont principalement des entreprises, des personnes travaillant en milieu professionnel. Il y a une forme de porosité entre les deux, c'est-à-dire on peut prendre des idées dans les événements culturels et ensuite aller les implanter dans des événements sportifs, populaires ou professionnels. Bien sûr, les enjeux sont complètement valables, quel que soit le domaine, qu'on soit en intérieur, en extérieur. Les réflexions sur la sobriété en eau, en énergie, la gestion de ses déchets, la conception de son offre alimentaire sont bien entendu transversaux et parfaitement travaillables, qu'on soit un congrès, un événement sportif ou culturel en intérieur ou en extérieur. Donc, c'est vraiment des thématiques transversales dont il ne faut vraiment pas se priver. Alors, on va continuer sur cette notion de thématique transversale, puisque je vais vous demander, Olivier, vous devez en voir passer des événements à Nantes, en tant que directeur. Ces temps-ci, pas trop, mais... Oui, c'est vrai. Mais vous en avez vu passer, et j'espère qu'en 2021, ça va bien se rouvrir. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ? Je vous ai posé cette question lors de la préparation. Est-ce que vous pouvez me citer quelques événements ? Oui, on a. Alors, moi, je peux mettre en exergue deux événements. Un qui est venu à Nantes et qui a choisi Nantes. Donc, vous avez mis l'affiche à l'écran, qui est le congrès Euroread, qui est le congrès européen des réseaux de chaleur et de froid, qui est un congrès tournant, qu'on a l'habitude d'accueillir cette typologie de congrès régulièrement hors crise sanitaire. Donc, qui bouge de ville en ville chaque année. Donc, qui a choisi Nantes en 2019, qui s'est tenu au mois de mai, qui a réuni à peu près 350-400 participants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'appui politique qu'on a eu pour faire venir le congrès, sur lequel les élus avaient été fortement mobilisés, c'est que les organisateurs de ce congrès-là ont choisi Nantes parce que Nantes cochait beaucoup de cases sur la partie éco-responsabilité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le prisme de décision des organisateurs a changé depuis quelques mois, et je pense qu'en 2021, il va se renforcer. C'est qu'auparavant, au-delà des critères classiques que sont l'accessibilité, les équipements, les infrastructures pour accueillir le congrès ou les équipements hôteliers notamment. Aujourd'hui, la partie éco-responsabilité fait partie, au même titre que les critères que je viens de citer précédemment, dans le process de décision. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a été retenu dans une compétition européenne sur ce congrès-là parce que Nantes avait mis en place un certain nombre d'items, notamment la Cité des Congrès
qui s'était engagé depuis très longtemps dans cette démarche-là, à travers le tri des déchets, à travers les économies d'énergie, une démarche RSE aussi importante auprès de ses personnels. Mais en tous les cas, c'est un congrès qui a valorisé tout le travail qui avait été fait auparavant à Nantes, et donc on a pu accueillir ce congrès-là en partie grâce à ça. Le deuxième événement, c'est un événement plus local, mais qui a aujourd'hui une connotation aussi nationale, qui est une production de Nantes Métropole en lien avec les équipes de la Cité des Congrès, qui est Nantes Digital Week, qui est produit depuis 7 ans, qui est bien installé sur le paysage métropolitain. Nantes Digital Week a fait office d'un peu de pionnier sur ces questions-là, parce qu'ils ont très rapidement engagé un certain nombre de démarches auprès des contributeurs. Il faut savoir que cet événement-là se tient tous les ans au mois de septembre, sur une dizaine de jours, réunit à peu près plus de 200 contributeurs sur la manifestation et sème 100 événements à peu près durant les 10 jours. Et la dimension, la brique éco-responsabilité a été dès le départ mis sur la table pour favoriser et encourager les organisateurs à avoir cette dimension. Aujourd'hui, je reprends le mot qui m'a été soufflé par Elisa Coran, qui est chef de projet sur la Nantes Digital Week, c'est l'éco-conditionnalité, qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour participer à l'événement et pour entrer dans la boucle de ces 100 événements, il faut mettre en place des actions concrètes en lien avec l'éco-responsabilité. Donc ce n'est pas une contrainte, c'est au contraire favoriser un certain nombre d'actions pour qu'il y ait une homogénéité aussi dans les manifestations qui se tiennent durant les 10 jours. Donc ça, c'est intéressant. Et Nantes Digital Week a mis en place aussi un certain nombre de webinaires, de formations, d'outils qui permettent aussi d'accompagner les organisateurs d'événements qui sont aussi parfois démunis de solutions pour évoluer. Donc il y a un aspect aussi pédagogique à travers cette manifestation. Alors, merci pour ces deux manifestations, notamment sur la Nantes Digital Week. Je vous rappelle, il y a un tutoriel qui est dédié, où nous avons interviewé pendant 20 minutes Elisa Coran sur ces bonnes pratiques. Juste avant de passer à la suite, Julie, en matière d'impression, oui. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de bonnes pratiques qui existent sur oui. Le secteur ? Oui, tout à fait, surtout que le secteur de l'imprimerie, en règle générale, lui, il s'est organisé très tôt sur l'éco-responsabilité, puisque forcément, bon, tout le monde a entendu les phrases, voilà, on ne va pas couper les arbres avec le papier, etc. Bref, donc il faut vraiment tout de suite casser cette idée que le papier est plus pollueur que le digital. Bon, vous allez dire, après, je pour sa paroisse. Mais il y a vraiment, de la part des papetiers, de la part de toute la filière, une organisation ancienne qui fait qu'aujourd'hui, quasiment l'intégralité des papiers que vous achetez sont PEFC, FSC. Et de toute façon, c'est quasiment la norme. Si vous avez un imprimeur qui n'utilise pas ces papiers, bon, voilà, il faut être vigilant là-dessus. Et on est quasiment tous labellisés Imprime Vert, qui est, on va dire, le label totem des imprimeurs, que ce soit les imprimeurs en ligne ou les imprimeurs avec pignon sur rue. Et donc, il y a tout un tas de bonnes pratiques, mais notamment, voilà, faut savoir que cette filière est déjà bien organisée. Après, voilà, faut quand même... Bon, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place, mais bon, il faut faire attention aux quantités qu'on imprime. Maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup équipé en numérique et non plus en offset, ce qui fait que ça nous permet d'être quand même rentable sur des petites quantités. Puis vous avez besoin d'un réassort, on vous en refait 100 flyers. C'est pas la peine d'en imprimer 2000 tout de suite. Voilà, de toute façon, il faut dialoguer avec son imprimeur qui va vous trouver des solutions. C'est toujours ça, un devoir de conseil. Et puis, il y a des nouvelles matières aussi qui apparaissent. Allez-y. Donc, si je suis trop bavarde, il ne faut pas hésiter. Mais il y a des nouvelles matières qui apparaissent. Donc, les papiers, de toute façon, sont labellisés, écolabel européen, comme je vous disais, PEFC, FSC. Enfin, il y a vraiment l'ange bleu, etc. Vous avez beaucoup de labels de confiance. Et... des nouvelles matières aussi qui apparaissent. Nous, on utilise du papier de pierre, comme on l'appelle, pour faire des cartes d'identification. C'est un papier qui est à base de poudre de pierre. Donc là, vous n'avez pas du tout de bois. Bon, après, il a aussi d'autres contraintes, ce papier, que n'a pas le papier avec le bois. En fait, c'est ça, c'est tout une affaire de mesure. Faut chercher un peu plus loin que... voilà, faut creuser, il faut se renseigner. Et nous, on est là pour conseiller et voilà, orienter vers les bonnes pratiques. On a toutes les clés en main pour conseiller, il ne faut pas hésiter. D'accord, c'est-à-dire que lorsqu'un client vient vous voir et vous dit « moi j'ai des besoins par exemple en matière d'identification Oui. », vous allez lui apporter un conseil. Exactement. En fonction de sa demande, en lui disant ben voilà, d'un point de vue environnemental, celui-ci a un peu moins d'impact, voici quel est le... Oui, c'est ça, en fait, bon, c'est ce qu'on... En fait, moi j'ai racheté Oscar il y a 2 ans avec donc 2 compères qui étaient salariés comme moi chez Oscar depuis plusieurs années. Et nous, notre politique, ça a tout de suite été ça, c'est la transparence et expliquer à nos clients pourquoi on leur propose ça, pourquoi on ne peut pas leur proposer ça, ce papier il est fait où, il est fait à base de quoi, il est fait comment nous on l'utilise chez Oscar. Et puis après, voilà, le client connaît les contraintes
et il peut aussi mesurer plus facilement l'impact sur son événement. Donc voilà, c'est vraiment un devoir de conseil. Et comme disait Peggy tout à l'heure, de toute façon, aujourd'hui, c'est la base. En fait, le client n'organise plus un événement sans se poser cette question. Alors après, j'imagine que c'est plus ou moins intégré dans son cahier des charges. Mais c'est voilà, tout événement culturel. Enfin, il y a ce questionnement, en tout cas, parmi les organisateurs. Alors, à vous écouter tous les quatre, les mots que je retiens, c'est vraiment la coopération et le dialogue. Peggy, est-ce que vous voulez rajouter un point, par exemple, sur une bonne pratique, quelque chose que vous avez constaté lors d'un événement qui vous a inspiré ? Là, par exemple, je vois aujourd'hui, vous êtes venu tout simplement avec votre verre en plastique jetable. C'est ça. Donc une jolie gourde. Oui, non, mais c'est des réflexes là. En fait, si ces réflexes-là ne sont pas pris en compte, encore une fois, c'est une erreur en fait d'organisation. Donc il faut que l'éco-événement devienne un réflexe. Voilà, c'est l'objectif en tout cas. Et ce que j'entends, c'est également questionner les habitudes. C'est-à-dire ne pas considérer les choses comme acquises. C'est pas parce qu'on les a toujours faites comme ça qu'il faut continuer. Alors, vous qui nous regardez, vous devez sans doute vous poser la question de dire, alors ils sont forts à Social Change et à 1001 éco-événements, ils nous racontent comment on devrait organiser un éco-événement, et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, on s'attendait à cette question, même si elle n'apparaît pas en direct. Donc, je vous ai préparé une petite diapo. Alors, 3 éléments, 3 bonnes pratiques que je pourrais citer. La première, c'est tout le travail qui a été fait sur la sobriété, sur la consommation de data. On a eu beaucoup d'échanges avec les équipes d'Imagina sur cette question. Normalement, en tant que participant, vous avez reçu des consignes, des bonnes pratiques pour pouvoir travailler là-dessus. On en est bien conscient qu'on en est au tout début, c'est-à-dire l'événementiel distanciel a eu, heureusement ou malheureusement, avec cette année 2020, une incroyable explosion et donc beaucoup plus d'outils numériques. Donc, on a travaillé sur cette partie. J'aurais pu rajouter également le fait que, en matière de déplacement, l'impact a été quasiment nul. Personne n'est venu en train, en avion parmi les participants, ce qui, d'un point de vue environnemental, est un bienfait. Ce qui, d'un point de vue social et économique, était effectivement à questionner. 2 autres bonnes pratiques, c'est Social Change s'est engagé à réaliser son bilan carbone avec un partenaire qui s'appelle la société Tuvalu. Donc on n'a pas encore les chiffres aujourd'hui. On va obtenir les chiffres, j'espère, en janvier, en février. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre quels sont les impacts le jour J de cet événement, mais également, surtout, d'être capable de piloter quelle est l'empreinte carbone. Alors, on a vu tout à l'heure, lors des précédents ateliers et tables rondes qu'on posait cette question sur l'empreinte carbone, on se pose exactement la même question sur l'événement. Et puis enfin, l'ensemble de l'événement va vers une labellisation événement éco-engagé. Alors, malheureusement pour Stéphane, j'ai une mauvaise nouvelle à lui annoncer. C'est lorsque nous avons commencé en présentiel Social Change, où nous devions être à la Cité des Congrès, là, on était à fond, on était parti sur du niveau 2. Et là, en fait, l'événement a été tellement déstabilisant, l'organisation pour tout le monde, que l'organisateur, donc Nantes Métropole et la lettre API, on dit OK, on maintient le cap, mais on reste un peu plus simple sur le niveau 1, mais quand même, félicitations, parce qu'ils ont réussi à continuer sur cette piste. Alors, vous qui nous regardez, je vous invite à utiliser les modules au sein d'Imagina et de mettre votre opinion. C'est-à-dire, si vous avez l'impression qu'il y a des bonnes pratiques, si vous trouvez que c'est du flan ou qu'on ne va pas assez loin, n'hésitez pas à le mettre. C'est comme ça en fait qu'on va réussir à progresser. C'est comme on le disait, comme Peggy l'évoquait tout à l'heure, en dialoguant avec vous, où vous allez peut-être nous apporter des bonnes pratiques pour la prochaine édition. Ça, c'est sur Social Change. Et puis, j'en profite, dernière... alors, voilà, on a terminé sur cette question. Petit moment d'absence, tout va bien, on est en direct. Et il n'y aura pas de montage, c'est ça qui est pratique. Alors, on va passer sur la deuxième question. Pourquoi faut-il organiser des événements responsables ? Alors, on a déjà commencé à l'évoquer. Tout à l'heure, Olivier, vous nous avez donné cet exemple de pourquoi il faut organiser des événements responsables. Tout simplement parce que ça permet d'obtenir parfois des événements qui viennent sur le territoire. Je vais me diriger maintenant vers Peggy.
Alors, de votre point de vue, quelle serait la motivation? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement une obligation morale ou éthique? Pourquoi est-ce important d'organiser dès 2021, lorsque les événements reprendront en présentiel, des événements responsables? Tout simplement parce que l'urgence environnementale, elle est là, en fait. Donc, il faut absolument arriver à réguler ce réchauffement climatique. Et aujourd'hui, pour le faire, il faut que tout le monde fasse un pas, donc que ce soit les pouvoirs publics, les entreprises, nous en tant que citoyens consommateurs, on a tous un rôle à jouer dans ce challenge. Et donc c'est toute l'économie qui doit bouger ses lignes. Et parmi les leviers, on a les achats responsables. Et parmi les achats responsables, l'éco-événement a toute sa place. Donc je vais vous parler du coup de ce qu'on fait concrètement chez les DRO, puisqu'il y a un an justement face à l'environnement, l'urgence environnementale, les DRO ont décidé en fait de se mettre en mouvement, d'agir, et sous l'impulsion de leur président Lionel Fournier, on a imaginé 11 chantiers en fait avec différentes thématiques qui ont pour objectif de diviser par 2 les gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc les thématiques, ça va de la mobilité, la gestion des déchets, les énergies, les bâtiments responsables, la transition alimentaire, etc. Donc il y a 11 thématiques. Et donc, il y a un chantier en fait qui s'appelle Chemin de la transition, qui est piloté par Maurice Toborigo et Alexandre Jay, et qui est en train d'imaginer en fait un parcours de compétences, de formation. Et on vient d'y ajouter l'éco-événement. On en a parlé récemment ensemble pour que, encore une fois, ça devienne un réflexe. Voilà, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Alors, si je comprends bien, vous me dites dans un premier temps que l'une des premières motivations d'organiser un événement responsable, c'est déjà notre responsabilité individuelle en tant que citoyen de la planète ou de l'humanité, de dire que, en fait, si on ne le fait pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en fait, ce sera même notre capacité à organiser des événements, notre capacité, notre mode de vie qui va être remis en cause. Ça, c'était le premier point. Mais là où vous allez beaucoup plus loin, c'est que vous nous dites qu'en fait, on n'est pas en train d'attendre dans 5 ans. Ce qui est en train de se passer, c'est que les dirigeants responsables de l'Ouest, donc qui n'est pas une petite association qui ne représente qu'elle-même, mais qui est quand même une organisation avec énormément d'entreprises qui économiquement sont bien implantées. Et vous nous dites en fait que les dirigeants responsables de l'Ouest ont planifié un changement sur une espèce de nouveau modèle économique, peut-être? Tout à fait. C'est ce qu'on a appelé le scénario de transition pour en 2030. Objectif, divisé par 2 les gaz à effet de serre. Donc ça passe par différentes actions, différents chantiers, différentes solutions. Donc ça fait 1 an que ces chantiers sont vraiment en mode de réflexion, et maintenant on commence à avoir des livrables très concrets. Donc je pense notamment au catalogue Renaturation sur la biodiversité là, qui est public. Hein. Et donc l'éco-événement aura toute sa place dans cette réflexion globale. D'accord. Donc ça veut dire que, pour conclure sur ce point, si je résume bien, les grands donneurs d'ordre, qui sont les grandes entreprises, par exemple, vous pouvez me citer des exemples d'entreprises membres de DRO? Alors, on est plus de 200, donc... Ouais. Donc, par exemple, il y a la SNCF, qui sont, par exemple, des grands donneurs d'ordre événementiels. Oui. Alors, il y a des acteurs qui sont... On est chez les DRO, donc il y a des acteurs qui sont très avancés déjà et qui mettent en place de bonnes pratiques depuis longtemps. Et justement, l'idée, c'est aussi d'essaimer et de faire témoigner ces entreprises qui sont déjà dans cet objectif. Et puis d'emmener les autres, en fait, tout simplement. Donc, encore une fois, d'essaimer et puis d'ouvrir ensuite à tout le monde. Ok, donc à toutes les agences événementielles, le message est clair. Sachez que dans les DRO, l'achat de prestations événementielles va évoluer dans les années à venir, dès 2021, et que très probablement, il y aura ce que vous expliquiez tout à l'heure, Olivier, il y aura de l'éco-conditionnalité. Oui, j'espère en tous les cas, et c'est vrai que pour reprendre ce qui est dit, je pense notamment à Gilles Poussier à travers Gens d'événements, qui est une agence événementielle majeure sur le territoire et qui aussi rayonne sur Paris, à engager cette transition-là auprès de ses clients. Donc, ce qui est important, c'est l'aspect pédagogique aussi, c'est d'expliquer pourquoi que ce ne soit pas une contrainte et d'embarquer, on va dire, les acteurs de la filière là-dedans. Donc, j'espère que demain, ce sera une des conditions qui soit affirmée par l'ensemble des parties prenantes sur la filière. Très bien. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Maëlle Copé. Bienvenue. Vous arrivez exactement au moment c'est parfait, où j'allais vous poser une question. Donc, on a défini donc, dans une première partie de cet atelier ce qui était un événement responsable. Et là, on est sur la deuxième question. Pourquoi est-ce important
de rendre les événements responsables. Alors, on a eu le point de vue d'une force vive du tissu économique. Maintenant, j'aimerais bien avoir le point de vue d'une élue. Pourquoi est-ce important sur un territoire d'avoir des événements responsables? Parce que je vois tout de suite, quand on parle de transition écologique, on a besoin d'avoir des moyens de transport, on a besoin d'avoir un urbanisme, on a besoin d'avoir des bâtiments. Mais en quoi c'est important d'avoir des événements responsables? Parce que les événements éco-responsables posent des actes sur des mots. Les événements éco-responsables font partie entièrement de la stratégie de transformation écologique et solidaire d'un territoire. Parce que tout simplement, il réduit les impacts concrètement sur la planète en travaillant sur la mobilité douce ou active, sur les circuits courts, lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire les déchets, réduire aussi l'utilisation des plastiques. Donc ça, c'est extrêmement concret. Et puis aussi, il rend crédible la transition écologique auprès d'un public peut-être pas éco-volontaire de prime abord. Donc ça nous permet aussi de montrer comment on peut conjuguer l'utile et l'agréable sur des moments un peu de rituels, en fait, de commun, de festifs pour la plupart du temps. Et donc rendre crédible la transition écologique auprès du plus grand nombre dans un moment agréable, c'est quand même un sacré pari, un sacré défi. Et c'est une brique de la stratégie de la transition écologique d'un territoire. Alors, pour reprendre exactement ce que disait Pierrick de Castecker, qui nous donnait tout à l'heure des exemples, où il donnait un exemple des rendez-vous de l'Erdre. Alors, c'est un événement, ça charrie combien de personnes? C'est des dizaines de milliers de personnes. Ah, oui. Et sur cet événement, Pierrick sur cet événement, en fait, c'est des dizaines de milliers de personnes qui voient des bonnes pratiques. Oui, je crois que je ne veux pas dire de bêtises, il doit y avoir 150 000 personnes qui passent sur la totale durée de l'événement. Donc voilà, il faut que chaque événement intègre que c'est également un média qui a un rôle d'exemplarité pour aller toucher son public et accélérer la transition. Oui, totalement. Donc l'événement est un média, est un acteur de la transformation et nous aide à entrer en transition écologique. Alors, Maëlle Copé, je vous ai affiché ici un visuel, je pense que vous le connaissez bien, qui est un visuel de la feuille de route sur le grand débat sur la transition énergétique. Et juste à droite, je vous ai mis l'engagement numéro 26 de la métropole. Donc, ce 1001 éco-événements d'ici 2025. On reprend le même terme, vers une éco-conditionnalité positive pour les porteurs d'événements. Alors, ce visuel, je vous l'ai présenté pour étayer la relation que Nantes Métropole a vis-à-vis des politiques en faveur des événements éco-responsables. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et puis, nouvelle mandature, nouveaux engagements, qu'est-ce qui va se passer dans les 5 années à venir? Oui, l'histoire de la métropole avec les éco-événements, on la situe, on va dire, autour de 2013. Entre 2013 et 2016, je dirais qu'il y a une montée en puissance à ces moments-là, notamment avec la montée en puissance du réseau éco-événements. Nous, la métropole, on accompagne en fait les organisateurs à se lancer en fait dans ces événements éco-responsables dès 2014. On propose un certain nombre de formation. Bref, en gros, il faut se dire qu'aujourd'hui, on a 250 événements qui ont été accompagnés par la métropole. Et donc, on a là l'émergence, j'allais dire, d'un réflexe éco-responsable sur les événements. L'idée, en fait, c'est qu'on continue à appuyer chaque année, les organisateurs qui souhaitent se lancer. On a posé cette année l'idée d'une charte, en fait, qui permet à l'organisateur à la fois d'objectiver un peu ce qu'il veut transformer sur son événement, où est-ce qu'il veut aller, s'engager, vers quoi, et puis aussi voir quelles ressources sont mobilisables sur le territoire. Parce qu'en fait, depuis 2013, ce qui se passe, c'est qu'on a un véritable vivier, on a une filière qui est éco-responsable et une filière de l'événementiel éco-responsable à Nantes Métropole. Ensuite, ce visuel que vous posez là, il est important parce qu'il nous fixe un cap sur la mandature qui arrive. L'idée, c'est bien sûr, d'aller plus loin, de respecter la parole donnée, ici et écrite là, avec les citoyens dans le cadre du grand débat. Mais c'est aussi de fixer un cap pour qu'on mobilise au maximum sur l'idée que d'ici 5 ans, 100% des événements sur l'espace public soient éco-responsables, entrent dans cette dynamique et qu'on puisse ainsi toucher encore et encore plus d'organisations.
d'organisateurs et donc de public. Donc pour ça, nous, on s'engage bien sûr à renforcer les formations qu'on peut donner aux organisateurs, mais il faudra aussi qu'on soit en capacité d'aller plus loin, j'allais dire, sur ce que ça crée aussi sur nos outils, j'allais dire nos équipements publics, que ce soit sur le sport ou la culture, en se disant comment dans l'usage de ces équipements publics, on peut réduire l'impact sur la planète des usagers, et donc comment la collectivité peut accompagner les gestionnaires, on va dire, ou une gestion éco-responsable aussi de ces équipements où il y a des événements régulièrement. Et puis aller plus loin, ça veut dire aussi explorer de nouveaux sujets. On le voit, la digitalisation des événements, accélère une certaine prise de conscience du coût du numérique sur la planète. Donc on a là aussi l'opportunité d'aller accélérer un certain nombre de solutions sur le numérique responsable. Et le territoire, ça tombe bien, bouillonne de solutions. Donc on va voir aussi comment on peut aller plus loin sur ces questions-là. Donc 5 années à venir sur lesquelles la transition écologique va s'accélérer sur le territoire de l'agglomération nantaise. Je vais poser une question à Olivier Le Floch. Olivier Le Floch, pour illustrer justement cette ambition du territoire, le bureau des congrès a souhaité depuis, je crois, 2 ans ou 3 ans, ancrer le territoire dans une dynamique internationale. Alors là, j'ai également un visuel à vous proposer qui s'appelle le GDS Index. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste et à quoi ça sert ? Je rebondis sur ce qui a été dit. Effectivement, le territoire, depuis 2013, suite au titre de capitale verte européenne, ça a été un peu le point de départ aussi sur l'accompagnement événementiel et la traduction en accueil d'événements. Il y a eu effectivement ce titre-là, il y a eu l'accueil de congrès en lien avec ces thématiques, Velocity, Co-City, il y a eu Climate Change aussi qui s'est tenu à Nantes il y a quelques années, la Green Week à l'époque aussi qui a existé, donc ça bouillonnait déjà de manifestations, donc on ne part pas de rien, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été faites. Je pense aussi dans les équipements, je pense à Exponent qui a été le premier parc expo en France labellisé ISO 14001, la Cité des Congrès également labellisé sur d'autres normes. Donc, et puis je pense notamment aux traiteurs qui ont mis en place des politiques aussi en lien avec cette thématique très forte depuis quelques années. Et donc la traduction de ça, c'est qu'effectivement, à travers le bureau des congrès, mais très en lien avec les services de Nantes Métropole, il y a 2 démarches qui ont été engagées. La première, c'est effectivement le GDS Index, qui est Global Destination Sustainability Index, qui se situe au niveau européen et qui encourage à la fois les organisateurs d'événements, mais aussi les destinations, à travers leur bureau des congrès, à engager des démarches avec les acteurs du territoire sur la partie éco-responsabilité. Donc tous les ans, sauf cette année, faute du contexte sanitaire, il y a un classement, un ranking. Nantes a été la première ville en 2016 française à participer à ce classement. Donc on a été encore pionnier là-dessus, comme en 2013, capitale verte européenne. Alors depuis, il y a d'autres destinations françaises qui ont rejoint ce ranking, donc il faut qu'on garde notre temps d'avance et ça, ce sera l'objectif de 2021. Et le deuxième sujet, c'est destination internationale responsable, là également piloté avec les services de la métropole. Suite au G7 qui avait été organisé à Biarritz, 9 destinations françaises se sont engagées aussi dans une labellisation. Et là-dessus, Nantes souhaite prendre toute sa part à travers un certain nombre d'engagements. Donc on travaille évidemment avec le voyage à Nantes, avec les grands équipements, avec les acteurs du Club Maïs que j'ai cité précédemment, dont Julie fait partie, mais en tous les cas, on essaye de les encourager pour remplir tous ces critères-là et pour aussi avoir une traduction des engagements à travers des labellisations ou des classements. Et ça, c'est très important parce que pour les organisateurs, ce sont des marqueurs au moment de leur prise de décision en se disant, voilà, il y a des actes concrets, il y a des labellisations et ça parle aussi aux organisateurs pour prendre leurs décisions et venir sur le territoire. Merci Olivier. Alors là, on a passé quelques minutes à essayer de motiver les organisatrices, les organisateurs d'événements, les agences événementielles à mettre en place des événements éco-responsables. Si vous ne le faites pas pour les climats, pour la génération future, faites-le tout simplement parce que ça va être de l'activité économique à venir. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à parler de ces outils. Alors, on a déjà évoqué beaucoup d'outils, c'est-à-dire le GDS Index ou la feuille de route transition énergétique qui sont pleines d'informations. Je vais me tourner maintenant vers Pierrick. Et sur les outils, nous allons parler... Alors voilà, il y a 2 visuels qui s'affichent. Pierrick, vous représentez aujourd'hui les groupements des prestataires et vous avez des bonnes nouvelles pour les organisatrices et les organisateurs d'événements, des accompagnements gratuits qui sont mis à leur disposition. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces 2 accompagnements, s'il vous plaît ?
Oui, bonne nouvelle, oui, effectivement, vous pouvez faire acte de candidature à plusieurs types d'accompagnement et d'appui dès maintenant et pour la saison à venir. Déjà, le dispositif 1001 événements, le défi 1001 événements, est un dispositif créé par la métropole pour accompagner une quarantaine d'événements chaque année sur leur éco-responsabilité. Il est conçu en 3 volets. Vous pouvez bénéficier d'un premier diagnostic développement durable au sens large sur une dizaine d'enjeux, qui est un véritable état des lieux de vos pratiques et qui peut vous aider à construire votre plan d'action au niveau du développement durable et de votre éco-responsabilité. Si l'on détecte un besoin plus spécifique sur la gestion et la réduction des déchets, vous pouvez avoir également un diagnostic complet destiné à vous aider à réduire votre empreinte côté déchets, avec là plein de volets spécifiques sur la scénographie, le gaspillage alimentaire, les emballages, la communication, voilà, vraiment sur mesure en fonction de votre événement. Et puis enfin, si on identifie également un besoin d'appui sur la mobilité durable, eh bien, il y a possibilité d'avoir du conseil également là-dessus, pouvoir avoir une cartographie en ligne de toute l'accessibilité de votre événement qui peut permettre à votre public de calculer en direct son itinéraire et favoriser les transports en commun, les transports doux, calculer son itinéraire à vélo, enfin plein d'outils incitatifs pour vraiment encourager la mobilité durable. Donc, 40 événements sont accompagnés chaque année. Les appels à candidature sont sur le site du réseau Éco-événements et vous pouvez candidater, faire acte de candidature dès maintenant. Donc ça, c'est le premier volet défi 1001. Et puis le deuxième, c'est le parcours compétences qui est en grande montée actuellement. Donc, vous pouvez assister à des modules de sensibilisation sur toutes les thématiques du développement durable événementiel, en partenariat avec le réseau Éco-événements et Nantes Métropole. Ces modules sont pris en charge pour leur majeure partie. Vous pourrez être sensibilisé sur le développement durable au sens large, sur l'optimisation énergétique, sur la mobilité durable, la réduction des déchets et entre autres actualités, depuis le mois dernier, je crois, les tout nouveaux modules experts pour les événements déjà engagés depuis plusieurs années viennent de sortir sur le rôle du référent déchets, la législation sur le don alimentaire, les filières événementielles ou encore réaliser son propre autodiagnostic de réduction des déchets. Donc vraiment, il y a une foule d'outils disponibles et tout est en ligne sur le site du réseau Éco-événements. Donc voilà, vous pouvez aller voir. Merci Pierrick. Alors Pierric, vous n'avez pas mentionné, mais en tant qu'expert sur les questions de gaspillage alimentaire, vous animez notamment le module sur la législation sur le don alimentaire. Vous l'avez animé la semaine dernière. J'y ai participé, il était passionnant. Donc je vous invite à vous qui nous regardez. Si vous organisez un événement sur Nantes, c'est simple. Vous avez chaque mois près de 6 modules de 3 heures qui vous sont offerts, qui sont mis à votre disposition gratuitement pour vous aider à entrer en transition écologique. Je vais maintenant me tourner vers Julie. Julie, vous représentez, vous avez cette belle responsabilité de nous présenter un tout nouvel outil mis à disposition aujourd'hui qui s'appelle le Club des éco-prestataires de l'événementiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, tout à fait. Donc nous, par exemple, Oscar, on a adhéré au Rêve il y a un peu plus d'1 an et tout de suite, on a été embarqué dans cette dynamique collective de la création de ce club des éco-prestataires. Bon, tout de suite, ce qui était super, c'est qu'on a vraiment construit ensemble, entre prestataires adhérents au Rêve, les critères, on va dire, les règles d'intégration à ce club. On est parti sur 3 grands piliers, en fait, qui sont... on va dire les piliers traditionnels de la RSE, c'est-à-dire donc la transition écologique et énergétique, tout ce qui est management responsable, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus dans le package, et puis l'intégration, enfin la participation aux dynamiques collectives.
Et aujourd'hui, donc, vous verrez dans cet annuaire qu'on est 13 donc, à faire partie de ce club des éco-prestataires. Et donc, sur l'année à venir, on va travailler sur plusieurs chantiers ensemble. Alors, ça peut être, on n'a pas encore défini exactement les thèmes, mais on a plein d'idées, notamment, ça peut être comment rédiger son premier rapport RSE. Ça peut être aussi tout ce qui va être la création de livres blancs qu'on pourra intégrer, en fait, au cahier des charges des donneurs d'ordre avec des clauses environnementales qu'on conseillerait toujours, nous, avec notre devoir de conseil en fait, de prestataire, puisque on a plein de bonnes pratiques, mais on est aussi en constante R&D. Toi, tu disais que tu avais suivi un module de formation. Moi, c'est pareil, j'en ai suivi un sur la communication responsable donc, au sein du parcours. J'invite tout le monde à le suivre, même les experts de la com, en fait. C'est vraiment passionnant. Et pour revenir plus précisément rapidement sur le cas d'Oscar, même si je suis vraiment là pour représenter les 13 labellisés. Donc vraiment, je vous invite à aller voir le catalogue en ligne. Nous, on est sur une offre vraiment matérielle, comme je l'ai expliqué au début, donc sur tout ce qui va être produit d'identification. Et on est vraiment en transition. Et c'est ça qui est vraiment top, notamment au niveau du réseau éco-événements, c'est que même un prestataire en transition comme nous peut avoir sa place, en fait, parce qu'on est dans la recherche constante de bonnes pratiques. On est, voilà, on ne détient pas le secret de l'identification responsable à 100%. De toute façon, selon moi, elle n'existe pas. Mais voilà, la transition qu'on a engagée fait qu'on a pu intégrer aussi ce club. Et je voulais quand même aussi spécifier que sur le management responsable, c'est vraiment une part importante aussi à ne pas négliger quand on choisit un prestataire, et la labellisation. Comme parlait Olivier, c'est les critères à prendre en compte. Alors, merci Julie. Donc, les 13 prestataires ou éco-prestataires de l'événementiel sont présents sur l'application Imagina. Vous allez dans Quartier des solutions et ensuite vous allez tout en bas et vous avez un bloc dédié à l'événementiel, et là vous avez les 13 prestataires. Et puis également, nous avons réalisé pour l'ensemble pour chacun de ces 13 prestataires une petite vidéo où ils vont vous parler de leur manière d'appréhender l'événementiel. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça, vous le retrouvez soit sur l'application Imagina, soit sur le site du réseau Éco-événements. Un dernier point, donc 13 éco-prestataires, mais vous allez voir, cette liste n'est absolument pas exhaustive. Je donnerai tout à l'heure la parole à Olivier, puisque des bonnes pratiques en matière d'éco-responsabilité événementielle, on n'a pas besoin de faire partie du club pour en avoir. Ici, là, c'était juste, on souhaitait être capable de vous flécher vers des prestataires. Alors, attention, il est presque midi, nous rentrons dans une situation critique. Nous commençons à avoir faim, donc je me tourne vers Catherine. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, on ne vous entend pas. C'est peut-être le micro. Alors, déjà, vous avez un superbe masque. Ça y est. Ah, c'est parfait. Merci. Alors, Catherine, votre offre de restauration est membre de l'Eco-Food List. Donc, l'Eco-Food List, je viens d'afficher la toute nouvelle version qui sort aujourd'hui pour Social Change. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cela consiste ? Alors, l'Eco-Food List, c'est déjà sur la part du volontariat. C'est donc les restaurateurs de rue qui le souhaitent, qui vont s'inscrire et qui vont répondre à différents critères pour pouvoir un petit peu noter ce qu'on fait des co-responsables. Donc, il va y avoir des critères qui vont dépendre un peu des ressources, c'est-à-dire est-ce que nos aliments sont bio, est-ce qu'ils sont locaux, est-ce qu'ils circuits courts, fermiers, tout ça. Il va y avoir aussi sur la façon de cuisiner, est-ce que c'est fait maison, est-ce que c'est végétarien, et aussi sur les déchets après. Là, par exemple, je vais vous montrer un exemple très concret dans notre camion. Alors, attendez, je vais essayer de retourner la caméra, on fait ça en direct, je suis dans le camion. Là, c'est bien, il y a un petit côté chasse au trésor. Voilà, donc là, vous voyez, nous, je ne sais pas si vous voyez sur la petite pancarte, il y a écrit zéro déchet, on fait des verres consignés, zéro plastique, pardon. On a aussi dans nos éco-cups des couverts en bois. Donc, vous voyez, tout ça, ça va être marqué sur l'Eco-Food List. Et ça va permettre aux organisateurs de savoir un petit peu ce que nous faisons. Après, l'organisateur, c'est pour les organisateurs d'événements privés, publics, professionnels. Suivant leur sensibilité, ils vont choisir le prestataire qui leur correspond le mieux. Et alors, le 10e critère, c'est le critère bon pour le climat. Donc, bon pour le climat, en fait, c'est une association, nous avons choisi les Pions à patates d'y adhérer, qui fait un petit peu le calcul du bilan carbone des repas que nous proposons.
Donc, en France, un repas moyen, c'est 2500 grammes de CO2. Donc, quand on est adhérent à Bon pour le climat, on s'engage à faire nettement moins, environ 2000. Nous, dans le camion, un repas en moyenne, c'est 1500 grammes de CO2. Donc, voilà. D'accord, donc ça veut dire que vous êtes capable de faire le bilan carbone, finalement, des menus que vous proposez? Oui. Alors, grâce au site de Bon pour le climat, ils proposent un éco-calculateur. C'est très simple. Hein. On rentre notre recette avec les grammages et ça nous sort le bilan carbone de notre repas, tout compris les entrées, les desserts, tout. Merci Catherine. Est-ce que c'est possible de voir juste un plat? Est-ce qu'il y en a un pour vraiment oui, histoire de nous donner envie? On a préparé un. Oui. Hop, alors attendez, je réessaye de retourner ma caméra. Voilà. Là, vous avez la pomme de terre Maya. Elle est végétarienne, hein, avec du chèvre, du miel, des pommes et des noix. Et elle pèse environ 900 grammes de CO2. Voilà. Vous avez provoqué une réaction sur le plateau. Que vous dire? On commence à avoir faim. Hein. Catherine, c'est de la torture. Voilà. Et alors, je vous montre aussi. Donc, on est sur une boîte qui est compostable. Donc, sur un événement, cette boîte part directement au compost. Merci Catherine, merci pour toutes ces informations. Vous nous donnez donc des éléments concrets sur la partie la plus importante, surtout à cette heure-ci, la restauration. Je voudrais clore sur les outils par vous, Olivier Le Floch. Est-ce que vous pouvez nous parler du Club MICE? Oui, alors on a eu l'occasion de parler rapidement. Donc c'est 80 acteurs sur le territoire Nantes-Saint-Nazaire, privés, qui effectivement interviennent sur toute la chaîne, on va dire, événementielle, que ce soit effectivement des prestataires de services, agences, sites privatisables, traiteurs, hôteliers. On va mettre en place à partir de la semaine prochaine des ateliers auxquels vous allez participer qui vont permettre effectivement d'amorcer la reprise parce qu'il faut préparer la reprise sur 2021. J'ai une pensée pour eux aujourd'hui parce qu'ils sont quand même dans une situation financière très compliquée pour la plupart et donc ils ont besoin d'être soutenus à notre niveau en tant que fédérateur des acteurs de la filière et ces ateliers vont permettre effectivement de préparer la suite sur 2021 et la brique éco-responsable sera partie prenante et donc ça nous permettra de partager les bonnes pratiques et de voir de quelle manière on va encore plus loin demain sur 2021 pour amorcer le rebond nécessaire pour le territoire. Le fameux rebond. Je vous remercie Olivier Le Floch. On va entrer dans la phase de clôture. Alors juste un point, il y a beaucoup d'autres ressources que nous n'avons pas citées. Je vous flèche juste vers la page ressources du site Réseau Écovénement qui liste des boîtes à outils nationales, régionales, locales, des informations, des guides, il y en a partout. Donc là ici on a essayé de vous faire une première liste. Naturellement, que ce soit avec les DRO, avec le bureau des congrès, avec le Réseau Écovénement et d'autres acteurs, il y a également énormément de ressources. On va terminer sur maintenant un tour de table. Juste, je vous avais promis 9 outils. Alors, pour conclure, alors, 9 outils. Donc là, en fait, je vous les ai listés juste pour qu'on les ait en mémoire. Le référentiel événement éco-engagé, le scénario DRO de transition, feuille de route transition énergétique, et notamment l'engagement 26, le GDS Index, le Club MICE, le Club des éco-prestataires de l'événementiel, l'éco-food list, le défi 1001 éco-événement, candidaté maintenant, le parcours compétences éco-événement, allez-y, les modules de janvier ont été publiés, vous pouvez vous inscrire dès à présent, et le site ressources du rêve. Voilà, c'était un peu chargé. Je rajouterai un 10e qui est Destination internationale responsable. Merci. Par la métropole. Destination internationale responsable. Alors, on pourrait encore en rajouter. Il nous reste 2 minutes pour faire un tour de conclusion. Pierrick, je vais vous demander à chacune d'entre vous, juste en une phrase, si vous avez une actualité ou un conseil à donner pour les organisatrices, les organisateurs en 2021 pour leur événement, ce serait lequel? Pierrick, je vous laisse commencer. Les dispositifs d'accompagnement sont là pour vous aider aux organisateurs d'événements. Donc, surtout, inscrivez-vous. Les nouveaux modules experts, notamment, sont arrivés. Donc, voilà. Et puis, sinon, pour 2021, 2021, on y croit. Hein, on lâche rien. Voilà. Merci. Catherine, est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous avez commencé le service? Allez, on va passer, on va continuer. Je pense que Catherine a commencé parce qu'à mon avis, elle doit avoir des clients en face d'elle. Olivier? Moi, je dirais rejoignez le Club MICE à travers toutes les actions qu'on met en place et qui vont s'accentuer sur 2021. Le rôle de fédérateur permettra de partager les bonnes pratiques et d'être encore plus fort collectivement.
Merci Olivier. Julie? Oui, alors moi je vais relayer une tribune donc, qui a été élaborée par plus de 100 festivals de musique là récemment, qui s'intitule 2021 on y croit, et je tiens à lire une citation très courte. En tant qu'acteurs culturels, sociaux et économiques de nos territoires, nous n'avons pas seulement l'envie d'organiser nos festivals en 2021, mais nous en avons la responsabilité. Les équipes sont au travail, les artistes se préparent et le public nous attend. On y croit. Et voilà, il le faut. Merci Julie. On y croit également. Peggy? Donc, actualité DRO événementiel 2021. Toujours dans le cadre du scénario de transition, on va mettre en place des défis interentreprises qui vont s'adresser aux salariés des membres DRO. Et donc, le premier, d'ailleurs, va porter sur la transition alimentaire. Et donc, évidemment, tous ces événements, alors à voir s'ils seront en distanciel ou en présentiel, on va utiliser évidemment les outils, les bonnes pratiques de l'éco-événement. Donc, participer au scénario de transition des DRO. Maëlle Copé, je vous laisse conclure sur cette table ronde. Si vous aviez un conseil ou une actualité à partager. Alors, le mot de la fin, ça aurait pu être rejoignez-vous, ça aurait pu être inscrivez-vous, mobilisez-vous, mais moi, j'ai envie de dire bousculez-nous. Bousculez-nous, on a besoin d'avancer plus vite à pas de géant sur un certain nombre de sujets, les biodéchets, le plastique. Bref, c'est le moment, les prises de conscience s'accélèrent, c'est le moment d'amorcer des changements profonds. Eh bien, merci. Merci à tous les 6 pour votre intervention. Merci à vous qui nous suivez. Social Change continue, la rencontre annuelle Milliards événements continue. Et à très bientôt.